monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Vous allez voir que de manière générale, on n'est pas sur des thèmes super joyeux. Tout d'abord, je vous parlerai de Petit Pays de Gaël Faye. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de Sous influence de David Dupont. Puis, je vous donnerai mon avis sur L'Ossuaire de Fiona Cummins. Et je terminerai cette vidéo avec Cimetière de Stephen King. On commence avec Petit Pays de Gaël Faye. C'est un livre que je voulais lire depuis des années et j'avais pas encore franchi le pas. C'est vrai que j'en entendais énormément parler et je trouve que ça met toujours une certaine pression quand on entend tellement de choses sur un roman, surtout que j'avais entendu que des choses extrêmement positives. Et je me suis enfin lancée. Pour ce qui est de l'histoire, on est au Burundi à la fin des années 90 avec un petit garçon qui s'appelle Gabriel et qui est métis. Son père est français et sa mère est rwandaise. Ils vivent au Burundi dans un quartier avec plein d'expatriés, plein de métis comme lui. Il y a plein de métissage dans ce quartier où ils vivent, donc ils ont une enfance plutôt privilégié, je dis il au pluriel parce que Gabriel va tout le temps jouer avec ses amis, il va tout le temps entraîner dans les rues et vraiment ses amis c'est presque comme des frères pour lui. Mais à cette époque-là, en Afrique, au Burundi, surtout au Rwanda, c'est des périodes très compliquées. On va voir petit à petit la guerre civile arriver, le génocide rwandais et tout leur quotidien va complètement basculer dans l'horreur. Quand j'ai commencé ce roman, j'ai été assez étonnée parce que il faut bien une centaine de pages avant que ça commence, alors que le roman en fait seulement 216. Donc j'ai été étonnée de voir que ça se lançait très doucement. En fait, les 100 premières pages, c'est vraiment plus le récit du quotidien de ce petit Gabriel et de ses amis et de ses parents. C'est la vie de tous les jours. On est vraiment plus dans le format anecdote que intrigue réelle. Mais dans la deuxième partie, on bascule vraiment vers quelque chose de différent. Donc moi, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le livre parce qu'au début, c'est pas du tout que je m'ennuyais, c'est que je ne comprenais pas très bien vers quoi on allait. Je savais qu'on allait aller vers le génocide, mais je voyais pas trop comment on allait y arriver, vu la manière dont le récit avait commencé. Et en fait, dans la deuxième moitié, on bascule vraiment dans quelque chose d'atroce. Il y a certains passages qui sont compliqués à lire. Voilà, la maman qui est rwandaise va vivre beaucoup de choses qui m'ont serré le cœur à de nombreux moments. Et ça se termine sur une conclusion très compliquée. Une conclusion qui fait froid dans le dos. Vraiment, j'ai été un peu bouleversée en fermant ce roman parce que la conclusion est assez atroce, ça donne la chair de poule. C'est un beau roman, c'est un roman nécessaire parce que il faut continuer de dénoncer ces barbaries qui ont eu lieu parce que c'est des choses qui marquent notre histoire et qui ne doivent plus jamais arriver, évidemment. Je dis évidemment, mais c'est pas si évident, voilà, parce que des génocides, il y en a malheureusement toujours aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était bien écrit, une écriture vraiment travaillée. Je pense que Gaël Faye fait du slam ou fait du rap. Si c'est pas correct, je me corrigerai ici en dessous, je ferai des recherches, ce que je n'ai pas fait au préalable, évidemment. Et ça se ressent en tout cas dans son écriture, il y a un truc super poétique, super rythmé, et j'ai trouvé vraiment que c'était un beau roman. Peut-être que j'en attendais un peu trop et que du coup ces 100 premières pages m'ont un peu perdue, mais c'est assez bouleversant et si le sujet vous intéresse, je vous le conseille, même si vous ne connaissez rien au sujet, parce que je connais pas spécialement bien le sujet, c'est quand même super important de lire ça. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est amené à travers les yeux d'un enfant, parce qu'on nous parle de toutes ces différences d'ethnie entre les Hutus et les Tutsis, mais cet enfant, il en a rien à faire de ça. Lui et ses amis, ils en ont rien à faire de ça. Ils sont dans la candeur et dans la naïveté et ils appartiennent pas à une ethnie, ils appartiennent pas à un courant politique, parce que la politique va aussi entrer en compte. Eux, ils sont neutres par rapport à tout ça et j'ai trouvé ça tellement intelligent de nous transmettre un message aussi fort à travers les yeux d'un enfant. Pour moi, c'était le meilleur choix à faire parce que du coup, on a un récit qui n'est pas orienté. C'est juste qu'on voit l'horreur de la guerre à travers les yeux d'un petit garçon d'une dizaine d'années qui ne comprend pas ce qui se passe et qui ne comprend pas pourquoi tout le monde s'entretue et pourquoi la situation en arrive à ça.
Et bref, c'est un beau roman que je vous recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu Sous influence de David Dupont, que j'ai reçu des éditions Read and Read. C'est le premier roman qu'ils ont sorti. C'est une maison d'édition 100% belge et j'étais impatiente de lire ce roman. Donc, Sous influence, c'est un roman qui va être construit sous la forme d'un puzzle. C'est le premier roman de la maison d'édition, mais c'est aussi le premier roman de David Dupont lui-même. Et donc, c'est une construction en puzzle. Au début de l'histoire, on est en 2000, je sais plus en quelle année on est, je crois que ça va pas être noté. On doit être en 2018, 2019, un truc par là. Et on rencontre une jeune femme qui s'appelle Iris, qui est au tribunal, qui est jugée pour un acte qu'elle a commis. Au début, c'est pas très clair, mais en tout cas, c'est quelque chose de très grave. Et on va revenir sur toute la vie d'Iris, mais comme je vous le disais, c'est construit en puzzle. Donc petit à petit, les pièces vont venir s'emboîter, mais on n'est pas dans un ordre chronologique. On a des dates un peu pêle-mêle, et l'histoire va se recouper comme ça, mais vous partez pas de l'enfance d'Iris pour arriver jusqu'au moment où elle a commis le fameux acte. C'est une construction assez intéressante et assez intelligente parce que ça permet d'apporter du rythme et de casser la monotonie d'un récit chronologique. Donc on revient dans le passé d'Iris et en fait on sait qu'Iris, elle a grandi à Charleroi dans un milieu familial hyper compliqué parce que sa mère est une droguée prostituée et très vite Iris va prendre le même chemin qu'elle. Et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je pense que ça suffit de savoir ça. J'ai aimé le personnage d'Iris, qui est un personnage pour lequel on éprouve d'emblée beaucoup d'empathie, vu qu'on est dans sa tête à elle, vu qu'on suit tous ses raisonnements à elle, et j'ai trouvé que c'était intéressant de la suivre, surtout que le style est assez direct et il colle très bien, je trouve, aux événements qui sont racontés. Faut pas avoir peur des romans noirs parce que c'est quand même très sombre, on est quand même dans le milieu de la prostitution et de la drogue, qui sont des milieux très compliqués. Iris vit des choses difficiles. Ce que je déplore un petit peu, c'est premièrement que l'auteur, pour moi, a voulu traiter trop de thématiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il va introduire un personnage qui porte avec lui une thématique particulière, mais ça n'apporte rien à l'intrigue première. On peut faire ça de temps en temps, je trouve, c'est pas dérangeant, mais en fait, ici, pour moi, c'est vraiment un défaut de premier roman de je veux tout aborder et je veux parler de plein de sujets importants, mais il y en a qui n'apportent rien en fait à l'intrigue. Je pense à une scène avec le beau-père, c'est une révélation atroce, horrible qui est faite, mais qui retombe un peu comme un cheveu sur la soupe parce que ça n'apporte rien à l'intrigue primaire. Et ça m'a un peu perturbée quand je lisais. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on aborde un thème si fort et si violent pour après le laisser de côté et ne plus l'aborder? Je ne comprenais pas trop, mais je pense que c'est juste vraiment que l'auteur a voulu parler de plein de choses différentes. Et à contrario, je trouve que certaines relations auraient mérité d'être plus approfondies, surtout la relation d'Iris et de sa mère. Elles ont une relation hyper conflictuelle, mais j'aurais voulu voir plus de leur quotidien, j'aurais voulu mieux comprendre ce qui lie ces deux femmes. Pareil pour Iris et son copain, à un moment elle va être dans une relation compliquée. J'aurais voulu en apprendre plus sur cette relation. En fait, on nous relate les faits hyper importants, mais je pense que dans ce genre de roman, c'est bien aussi d'avoir l'ambiance du quotidien qui vient un petit peu, parce que ça, en général, ça apporte quand même beaucoup d'informations. Dans tous les cas, c'était un très bon premier roman, j'ai apprécié de le lire, c'est tellement noir qu'on peut pas vraiment apprécier, mais en tout cas, si vous n'avez pas peur des histoires assez trash, je vous le conseille. Après, c'est pas non plus le livre le plus trash que j'ai lu, hein, mais c'est juste pour bien vous faire comprendre que c'est un monde assez sombre. Et ça se lit vraiment très bien, c'est très addictif. Encore une fois, c'est un roman court et ça passe très bien. Et en plus, c'est du belge, donc c'est bien parfois de soutenir des plus petites maisons d'édition, des auteurs belges, parce que la littérature belge, c'est quand même parfois plus compliqué à mettre en avant, donc je suis très contente de vous avoir présenté ce roman. Après ça, j'ai lu Le Suaire de Fiona Cummins, que j'ai reçu des éditions Slatkin. C'est un tome 2, c'est la suite du Collectionneur, dont je vous ai parlé en novembre ou en décembre, je l'avais lu en novembre en tout cas. Je ne vais pas vous faire de résumé de ce tome 2 parce que ça vous spoilerait carrément le tome 1. Je vous fais donc un mini résumé du tome 1. Dans le tome 1, on suivait un collectionneur, c'est-à-dire un homme
qui était obsédé par les squelettes d'enfants difformes. Tous les enfants qui ont une spécificité du squelette étaient pour lui des spécimens absolument incroyables à collectionner, mais donc bien sûr pour ça il fallait enlever les enfants et les tuer pour récupérer leurs os. Ça c'est le résumé du premier tome. Et ici on continue l'intrigue où on en était parce que le tome 1 se terminait sur une fin très ouverte. Moi j'aimais bien cette fin ouverte, ça ne m'aurait pas du tout dérangé qu'on reste sur une fin ouverte comme ça, je trouvais ça chouette qu'on ait encore des questions en suspens. Mais Funaki a décidé de conclure son histoire avec ce deuxième tome. C'est un chouette deuxième tome qui est très rythmé, c'est super fluide, je l'ai vraiment lu très bien. Vous lisez 100 pages sans même vous en rendre compte, c'est hyper efficace à ce niveau-là. L'intrigue reprend bien, c'est facile de se remettre dedans parce que dès le premier chapitre, vous avez un peu une sorte de résumé de ce qui s'est passé avant, très rapide. J'ai eu aucun problème à retrouver les personnages, aucun problème à me remettre dans le bain. Donc ça, c'est super positif. Je trouve qu'elle a vraiment bien réussi la transition entre les deux tomes. On n'a plus l'élément de surprise parce que maintenant, on sait qui est ce collectionneur, on connaît mieux ses motivations, blablabla. On creuse quand même encore l'histoire de cet homme, mais vous n'avez plus vraiment la surprise du premier tome. Et je l'ai quand même trouvé un peu en deçà de ce premier tome, parce que pour moi il est moins mémorable, il est moins marquant. Je suis sûre que si je dois me rappeler de cette saga, je me rappellerai beaucoup mieux du tome 1 qui était très original, et ici on perd de cette originalité parce qu'on sait déjà vers où on va, et qu'en plus on n'a plus ce suspense de qui est ce collectionneur, qui est cette personne. On le sait, et par contre ne lisez pas la 4e de couverture parce que ça spoil le tome 1. Donc si vous voulez lire la saga, commencez par le 1 et ne lisez pas la 4e de couverture. Donc je suis contente d'avoir terminé la saga, ça s'est très bien lu. Mais pour moi, c'est un peu moins bien quand même que le tome 1. Et je termine avec un presque coup de cœur, c'est Cimetière de Stephen King, que j'ai lu pendant mes vacances et que j'ai lu en lecture commune avec ma maman. C'était un des Stephen King que j'avais le plus envie de découvrir, et c'est maintenant chose faite. Sachez que je l'ai adoré, et pendant les 4/5 du bouquin, j'étais persuadée que ça allait être un coup de cœur. Je me suis dit, yes, allez, Stephen King, il m'envoie là du lourd. J'ai un méga coup de cœur pour cette année. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. L'histoire, comme d'habitude avec Stephen King, ça se passe dans le Maine aux États-Unis. Donc on a un homme qui s'appelle Louis et qui, pour son boulot, doit déménager. Donc il embarque avec lui femme et enfant. Donc ils ont 2 enfants, sa femme et lui, et ils partent vivre dans la petite commune de Ludlow, aux États-Unis. Donc ils vont avoir une nouvelle maison qu'ils aiment directement, avec un voisin qu'ils apprécient énormément, qui devient comme un père pour Louis. Cette maison est le long d'une grande route, et de l'autre côté de la maison, en fait, ils vont découvrir, grâce aux voisins, qu'il y a un cimetière des animaux sur leur propriété, mais vraiment très reculé. C'est l'endroit où tous les enfants du coin viennent enterrer leurs animaux après leur mort. Vaut mieux les enterrer après leur mort, hein, sinon c'est très cruel. On est dans un roman long, qui fait plus de 600 pages. Je pourrais vous résumer tout le roman, je vais pas le faire, hein, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler. Je pourrais vous résumer tout le roman en, à mon avis, 20 phrases. Et ça fait 600 pages, et je me suis jamais ennuyée. Parce que, ok, peut-être que l'intrigue, elle tient rapidement, elle tient en peu de mots, mais l'écriture de King est tellement puissante dans ce roman, c'est incroyable. Pour moi, il a réalisé un tour de force avec ce livre. Il a une écriture qui est incroyable. En fait, il arrive tellement bien à retranscrire les émotions de ses personnages. J'ai trouvé qu'il était si juste dans ce roman. La narration est tellement juste, les personnages sont tellement justes. Tout est magnifiquement construit parce qu'on a des personnages qui vont vivre des choses terribles, parfois horrifiques aussi, et tout est super bien retranscrit, les lieux sont super bien décrits. Moi j'ai trouvé que c'était incroyable ce qu'il avait fait, vraiment de me connecter à ce point-là avec ces personnages, de me faire ressentir plein de choses en empathie. Génial. À ce niveau-là, c'était génial, j'ai pas d'autre mot à dire. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi c'est pas un coup de cœur? Elle a adoré. Comme je vous disais, j'ai adoré les 4/5 du roman. La toute fin,
Peut-être que c'est devenu trop fantastique pour moi, j'en sais rien. Mais la toute fin m'a pas passionnée. Honnêtement, les 30-40 dernières pages, je me suis dit, oh non, même peut-être un peu plus que ça. Pas vraiment dans la troisième partie, ça devient hyper fantastique. Il y a du fantastique tout le long. Hein. Si vous n'aimez pas le fantastique, bah déjà ne lisez pas Stephen King. Et en plus de ça, ne lisez surtout pas Cimetière, parce qu'il y en a qui sont moins fantastiques. Cimetière est très très fantastique. Ça me dérangeait pas du tout le fantastique tout le long. Mais sur la fin, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Donc dommage. Après, c'est souvent ce qui est reproché à Stephen King, c'est ses fins pas toujours hyper convaincantes. Donc ici, la fin m'a un petit peu déçue. Mais c'est un roman génial, c'est un roman d'ambiance. Je vous ai parlé de l'empathie avec les personnages, mais il y a aussi le côté horrifique. Alors, la couverture dit le roman le plus terrifiant de Stephen King, ça j'en sais rien. Parce que je pense que celui, pour l'instant, de Stephen King qui m'a fait le plus stresser, je pense que c'est Cujo, avec le chien. D'ailleurs, il y a une référence à Cujo dans ce livre aussi. J'adore quand Stephen King se fait des clins d'œil à lui-même, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui fait quand même assez souvent. C'est pas le roman qui m'a fait le plus peur spécialement, Cujo m'a pas fait non plus super peur, mais m'a angoissée. Celui-ci m'a vraiment parfois fait des petites pointes de stress quand je le lisais avant de dormir. J'aurais pas voulu le lire et être toute seule, dormir toute seule dans mon appartement, ça m'aurait pas rassurée, mais après, c'est pas non plus terrifiant à l'extrême. Si vous êtes très sensible, peut-être que ça vous fera un petit peu peur, je ne sais pas. Je vais regarder l'adaptation cinématographique. Alors on m'a dit que la récente était complètement naze. Il y a une plus ancienne des années 80, je pense. On m'a dit que c'était pas top non plus, mais je vais quand même essayer de la regarder. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à adapter Stephen King. Par exemple, ce livre-ci, typiquement, je le voyais devant mes yeux. Je pourrais vous décrire tous les lieux, je pourrais vous décrire les personnages, mais donc je vais pas regarder l'adaptation récente, parce que j'ai pas envie de voir un truc qui sera nul, et je le sais. Quand même, je suis pas maso non plus, mais je vais quand même essayer la plus ancienne version et on verra bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous avez vu, j'ai pas fait des lectures super joyeuses en ce début d'été, c'est pas grave, j'aime beaucoup ça aussi. Et maintenant, je suis dans les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc c'est quand même plus joyeux de manière générale. J'espère que ça vous aura plu, et dites-moi ce que vous lisez en ce moment, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!